Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur la performance environnementale des bâtiments. Mon nom est Christian Savard, je suis directeur général de Vivre en Ville et je vais agir comme animateur et hôte aujourd'hui. Très content d'être présent, très content de la réaction de vos inscriptions très nombreuses à ce webinaire qui, je l'espère, va être très intéressant. Je veux juste m'assurer d'un point de vue technique, tout fonctionne de notre côté. Il n'y a pas de problème. Dites-moi là, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, des fois, il faut se laisser quelques instants pour s'assurer de rattraper les choses qui sont rattrapées. D'aller plus loin sur le contenu, laissez-moi faire un certain nombre de remerciements d'usage. Donc, dans un premier temps, j'aimerais remercier la Fondation ECO, la Fondation familiale Trottier, pour leur appui aux activités de Vivre en Ville en matière de performance environnementale des bâtiments et de décarbonation du secteur. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble avec des beaux résultats. Certains des résultats vont être un peu présentés aujourd'hui, mais très contents. Et on pense que c'est d'autant plus important de continuer à en parler. En fait, je vous dirais, si vous me permettez cet éditorial-là, très content qu'on ait mis à notre programmation annuelle cet événement-là, notamment sur la décarbonation des bâtiments, en cette période où certains voudraient voir disparaître carrément l'enjeu des changements climatiques. On sait qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière chez nos voisins américains. Certains voudraient voir se reproduire ce genre de négation-là de la science pour chez nous aussi. À travers ce webinaire, à travers la réaction des inscriptions, puis à travers le travail que tout le monde fait sur le terrain, je pense qu'on fait en sorte que l'enjeu va continuer à être incontournable pour notre époque et que, ici, on sera au pire un village gaulois en Amérique du Nord. Donc, je crois particulièrement content d'être là pour parler de ça. Également, remerciement à notre partenaire de notre programmation annuelle. Comme je le disais, cet événement-là se tient dans le cadre de notre programmation annuelle d'événements, que ce soit en personne ou en virtuel. Donc, Hydro-Québec qui nous soutient là, maintenant depuis 2 ans comme partenaire principal. Merci également à l'équipe qui a bâti ça pour nous aujourd'hui, qui m'ont très bien préparé. Merci beaucoup. Quelques mots sur Vivre en ville. Des fois que certains d'entre vous nous connaissez moins, je vous dirais que ça se peut, hein, parce que c'est un sujet qu'on a un petit peu moins abordé à travers notre histoire. Ça a toujours été, la question du bâtiment a toujours fait partie de nos angles qu'on voulait aborder, mais ça a peut-être été moins précis dans le passé. Parce que Vivre en ville, on s'intéresse à peu près tout ce qui concerne comment on construit nos villes, nos villages, nos quartiers, nos rues, nos maisons, nos bâtiments, et ce, sous tous les angles. Que ce soit l'efficacité énergétique, que ce soit les conséquences sur la mobilité, que ce soit les questions de verdissement. On a toujours eu, et ça a toujours été très important pour nous d'avoir une approche transversale et on trouve ça particulièrement intéressant de pouvoir s'attarder davantage à l'échelle du bâtiment dans les dernières années. Parce que Vivre en ville, notre mission, toute nouvelle, relativement simple. Vivre en ville, on cherche à ouvrir la voie aux nécessaires transformations du territoire et de nos milieux de vie. Vous voyez, les nouvelles, je ne les sais pas encore 100% par cœur. On commence à l'intégrer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir la voie aux transformations nécessaires en matière de bâtiment? Ça veut dire évidemment la nécessaire transition énergétique. Donc, une gestion de la ressource énergétique basée sur la sobriété et l'efficacité énergétique, mais également le remplacement des énergies fossiles dans une perspective de transition juste, en laissant personne derrière. L'angle de l'équité nous est aussi particulièrement importante, mais également faire en sorte que l'habitation et l'immobilier euh, soit durable et résilient. Et dans cet esprit de transition juste-là, faire en sorte qu'on concilie
nos objectifs de fournir, par exemple, de l'habitation pour tous, mais tout en respectant les limites planétaires et les limites euh, des changements climatiques, donc de la lutte contre les changements climatiques. Donc, pour nous, finalement, c'est s'occuper de la cellule de base de nos collectivités que sont les bâtiments. Donc, il y a eu plusieurs actions dans les dernières années au Québec. Certains, nous avons été des contributeurs modestes, mais on a contribué à certaines de ces choses-là. Et par cette petite échelle du temps-là, qui remonte pas trop loin, juste, on veut établir à quel point le monde municipal a été un précurseur et a lui aussi ouvert la voie à des changements et à des changements législatifs, réglementaires dans le secteur et a souvent permis au gouvernement du Québec de faire un pas de plus et de faire en sorte qu'on joue notre rôle dans la lutte contre les changements climatiques notamment. Euh, pour rappel, mobilisation municipale autour 2019-2020 sur une question, certains disaient, ah, ça enfonçait une porte ouverte, mais il fallait le faire. La mobilisation autour du mazout, c'était 23 des émissions de GS du secteur résidentiel, 15 des émissions du secteur commercial et institutionnel. Il y a eu des premières avancées, je pense à notamment à Montréal, pour faire en sorte que on élimine le mazout. Euh, et ben, ça a amené à une réglementation pan-québécoise sur les appareils de chauffage au mazout pour le bâtiment résidentiel où on a fait la transition. Donc, encore une fois, ça a été des premières initiatives municipales qui ont mené à un règlement pan-québécois. 2023-2024, le monde municipal, une partie du monde municipal toujours mobilisé, euh, décide de dire, bon, le mazout, c'est pas suffisant, il va falloir commencer à parler du gaz naturel pour faire en sorte de vraiment décarboner nos bâtiments. Et il y a eu toute une vague de villes à leur manière, parfois avec leur propre recette, parfois avec une recette semblable, qui sont mis à adopter des résolutions, des règlements. Je pense aux pionniers Prévost, Candiac, Mont-Saint-Hilaire, Montréal. Par la suite, l'ensemble de la communauté métropolitaine de Montréal. On sait que le gaz naturel, c'est 43 des émissions du secteur résidentiel et 76 du secteur commercial et institutionnel. On peut même dire que tout ça, ça a brassé, ça a fait en sorte que il y a même eu des enjeux juridiques. Est-ce que les municipalités allaient trop loin dans le règlement? Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça ou pas? D'ailleurs, et je le dis, on a contribué dans certains cas là, à mobiliser, motiver des villes à aller dans ce sens-là. Euh, mais le contexte a contribué à faire en sorte que le contexte québécois aille un peu plus loin. Euh, un peu plus loin, qui a même été jusqu'au point que le gouvernement s'est donné certains pouvoirs pour peut-être limiter certaines initiatives municipales. Je suis de ceux qui sont optimistes et qui pensent que ça va être difficile pour le gouvernement de faire moins que ce que les municipalités au moins sont allées. Et comme je le disais, elles ont ouvert la voie là-dessus. Ils ont ouvert la voie à travers une loi, la loi sur la performance environnementale des bâtiments, qui vise des aspects plus larges que juste les gaz à effet de serre, touche aussi à la consommation d'énergie, parce qu'on sait que ça va être très difficile de réaliser nos objectifs juste en substituant l'énergie. Il va falloir en consommer moins également. Mais comme je le disais, il y a eu aussi des actions pour peut-être encadrer certaines pratiques des municipalités. Pour l'instant, on est encore optimiste pour dire que la porte ouverte par les municipalités va être prise par le gouvernement du Québec. On surveille ça. Il y a eu, donc, suite à ce projet de loi-là, ben, il va y avoir un règlement national sur le gaz naturel pour le petit bâtiment résidentiel dans un premier temps. Ça a été annoncé à la COP de l'année dernière. On attend le règlement. Parfois, le diable est dans le détail. C'est quelque chose qu'on surveille. On a d'ailleurs participé aux consultations sur le règlement dans les dernières semaines. Donc, c'est un aspect qui va être à surveiller.
Mais je terminerai qu'éventuellement, il va y avoir le règlement découlant de cette loi-là pour la divulgation de la consommation énergétique des grands bâtiments, qui était un peu aussi la stratégie de la Ville de Montréal pour assujettir de plus en plus le grand bâtiment et accélérer le mouvement. Donc, ça démontre vraiment, par cette petite ligne de temps-là, ce qu'on voulait vous démontrer, c'est comment le milieu municipal a eu un rôle à jouer, continuera à avoir un rôle à jouer. Quand le milieu municipal commence à bouger, c'est un signal pour les autorités, notamment du gouvernement du Québec, dire ouais, il commence à avoir des véritables possibilités pour aller plus loin. Donc, c'est vraiment un rôle primordial qui est joué par les villes. Donc, c'était ma petite introduction pour mettre un peu la table, pour voir, après ça, on va regarder notamment des initiatives de ville, mais comment aussi on pourrait éventuellement aller plus loin. Juste avant de continuer, j'aimerais couvrir deux petits points techniques. À tout moment dans le webinaire, vous pouvez poser des questions par écrit via l'outil là, de clavardage qui est lié à Zoom. Donc, l'équipe va prendre excusez-moi, va prendre les questions, puis les envoyer, puis je pourrai poser des questions par la suite. Et également, donc, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Je ne prendrai pas d'intervention, il faudrait l'écrire dans le chat. Si c'est pour des questions techniques, peut-être les écrire aux autres. Et également, vous pouvez toujours écrire à événement@vivre-en-ville.org. Donc, pour la suite, si vous avez des problèmes avec la plateforme, on va essayer de régler ça au fur et à mesure. Donc, maintenant, pour ce webinaire sur la performance environnementale des bâtiments et l'action municipale, euh, il me fait plaisir de me tourner vers le panel, me demander d'ouvrir leur caméra. Je vais commencer par les présenter brièvement. Je vais faire ça d'un bloc au début. Et puis après ça, je vais vous laisser aller avec votre présentation et on va se garder un temps pour la discussion pour terminer finalement vers 13h25 pour que tout le monde puisse faire son après-midi. Donc, merci à vous de votre présence. Je vais commencer. Je vais vous présenter, comme je le disais, tout d'un bloc. Et après ça, on va y aller. Donc, d'abord, il y aura Léa Mété. Léa Mété est conseillère en environnement à la Ville de Québec où elle porte le mandat de la décarbonation des immeubles de la collectivité au sein de l'équipe climat. Elle a auparavant été directrice générale d'Éco-Bâtiment, une organisation dédiée aux bâtiments durables. Elle a fait ça de 2020 à 2024, où elle a également agi comme expert conseiller. Léa Mété est co-auteur des livres Valoriser les bâtiments existants, un levier pour le développement durable et Réussir l'habitatance, 10 clés pour des habitations compactes, attrayantes et performantes. Et pour la petite histoire, j'ai également embauché Léa dans une autre vie à vivre en ville. Donc, très content de te revoir avec nous. Elle sera suivie de Karine Lehoux. Karine est directrice du service de la transition écologique et de l'innovation de la ville de Candiac. C'est pas fantastique que ça existe maintenant, des services de la transition écologique et de l'innovation dans une ville. Je tenais à le souligner. Ça n'existait pas il y a 15 ans. Donc, forte de plus de 18 ans d'expérience en gestion de projets environnementaux et en développement de partenariats, elle conseille la direction générale ainsi que les divers services municipaux, en plus de favoriser l'intégration de la transition écologique, des enjeux climatiques et de l'innovation et du développement durable dans l'ensemble des activités de la ville. Je vous dis, c'est fantastique que ça existe. Euh, et puis, pour terminer, Élise Ménard, conseillère en bâtiment et énergie chez nous à Vivre en Ville, ingénieure de formation, elle cumule des expériences dans le milieu du génie conseil communautaire universitaire. Donc, elle va compléter les panélistes. Donc, d'entrée de jeu, je laisserai maintenant la parole à Léa pour ta présentation. On va te laisser t'installer. Donc, je dois arrêter mon partage pour que Léa puisse le faire. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Je partage. Donnez-moi un petit instant, voir si ça fonctionne bien. Est-ce que vous voyez correctement ma présentation? Ça fonctionne?
Donc, merci beaucoup, Christian, Élise, Martin. Merci Vivre en Ville pour l'invitation. Je dois vous dire que ça fait assez peu de temps que j'ai rejoint les rangs de la formidable équipe climat de la Ville de Québec. Donc, les initiatives dont je vais vous parler sont principalement celles qui sont portées, menées par mes collègues ici à la Ville de Québec. Je dois vous dire aussi que mon mandat à moi concerne plus spécifiquement les immeubles de la collectivité, donc ce qui constitue le parc immobilier de la Ville de Québec, les bureaux, les centres communautaires, les centres sportifs, ces choses-là. Les initiatives de décarbonation sont menées par la gestion des immeubles, qui est dans une autre unité d'affaires et avec laquelle je collabore de plus en plus. Je vais vous demander également votre indulgence parce que je suis dans une salle qui m'est inconnue avec des équipements inconnus et je n'ai pas accès à mes notes. Je suis donc sans filet avec vous aujourd'hui. Mais sans plus tarder, on y va quand même. Donc, je vous parle du plan de transition et d'action climatique. C'est une planification qui est sur ces derniers 1000 déjà et qui est une planification parapluie là, de plusieurs des autres initiatives qui vont suivre, mais qui comportait dans son cœur un investissement substantiel dans la réduction des émissions de GES corporatives. Donc, 7 millions de dollars qui ont été investis dans la décarbonation totale ou partielle par la mise à niveau d'équipements mécaniques principalement, les substitutions machines, la gestion des réfrigérants. On parle d'arénas, de piscines. 13 bâtiments en tout, je pense, ont été touchés, incluant 2 garages municipaux. Donc, voilà pour un des premiers objectifs ville substantiels. Il y a également la vision de l'habitation qui est à ce moment-ci mise en œuvre là, de manière accélérée dans le contexte évidemment de la crise du logement et qui comprend plusieurs initiatives en aménagement du territoire, notamment en densification. Je vous apprends rien en vous disant que la densification est vecteur de décarbonation et d'efficacité énergétique, puisqu'évidemment, quand on choisit des options d'habitation qui sont plus compactes avec des superficies moindres, on a moins de volume à chauffer. Les habitations, c'est comme les manchots en Antarctique. Quand il fait froid puis qu'on est collés tous ensemble, on fait une meilleure gestion de notre énergie. Donc, ce sont des formes à conserver dans cet esprit-là. Et évidemment, quand on fait de l'habitation dense, on fait aussi des pools d'usagers, des bassins d'usagers plus conséquents pour une desserte meilleure, plus efficace en transport collectif. Donc, vous voyez que je suis tombée dans la marmite vivre en ville quand j'étais petite, mais tu sais, on peut pas s'en défaire. La décarbonation des ménages québécois, c'est la combinaison des GES et de l'énergie utilisée dans l'habitation et dans le transport. Et quand on fait la promotion de formes d'habitation compacte, on joue sur les deux tableaux et c'est incontournable à mon sens. Évidemment, tout l'art est de fournir quand même aux gens des milieux de vie dans lesquels ils ont envie de vivre. À l'époque, quand j'étais chez Éco-Bâtiment, j'ai coécrit avec Vivre en Ville, Réussir l'habitat dense. Donc, ça a encore sa pertinence aujourd'hui, cet ouvrage-là, si jamais c'est d'intérêt pour vous. Mais revenons aux initiatives villes. Donc, plus spécifiquement sur la performance énergétique des immeubles individuels. Il y a mes collègues de DMHI, je m'excuse auprès d'eux, je ne me souviens pas de l'acronyme. Donc, l'appel à projet du Fonds pour soutenir les projets durables en habitation, c'est vraiment dans le but de soutenir, dans le cadre du volet 1, l'intégration de pratiques durables, innovantes au niveau de la conception des immeubles. Donc, quand c'est plus de travail pour faire des modélisations pour des enveloppes performantes, l'intégration de la mécanique du bâtiment innovante avec laquelle on compose moins dans des pratiques ordinaires, l'intégration de bioclimatique, par exemple. Donc, au volet 1, on applique pour des subventions à la conception et au volet 2, on applique pour des subventions pour l'exécution des travaux, la mise en œuvre, donc de la mécanique particulière, des améliorations au niveau de l'enveloppe, ce genre de choses-là. Donc, il y a déjà un appel à projet qui a eu lieu au printemps dernier. C'est près de 5 millions qui ont déjà été distribués pour une enveloppe totale de 10 millions. Il y a un appel à projet qui finissait ce vendredi, si je ne me trompe pas. Donc, on va avoir droit à un concours d'idées qui est toujours délicieux là, à voir aller. Mais pour vous renseigner un peu, je vous présente 3 projets qui ont été lauréats au cours du premier appel à projet. Donc, à gauche, La Forêt Québec, c'est 358 logements
privé, là, puis un rez-de-chaussée commercial. La subvention d'1 million de dollars va servir à mettre en œuvre une certification bâtiment carbone zéro BCZ qui implique l'usage de la géothermie, l'intégration du bois dans la structure. Il y a aussi une rationalisation assez intéressante de l'usage du béton dans la structure. Donc, on touche aussi au carbone intrinsèque à ce niveau-là et des toitures végétalisées. Au milieu, on a le projet Pêche Bifrost, qui est 50 logements sociaux qui s'adressent spécifiquement aux clientèles très vulnérabilisées du centre-ville de Québec. C'est un projet qui est érigé, je le vois à ma droite par ma fenêtre de bureau, donc central dans le quartier Saint-Roch. Ici aussi, on brigue une certification BCZ, donc avec des systèmes mécaniques performants, une enveloppe très particulière développée par les architectes de Lafond Côté, qui font un travail exceptionnel, des matériaux sobres en carbone et ici aussi des toitures végétalisées. Le troisième exemple, c'est un immeuble qui va être construit à la Cité Verte, 125 logements privés prix du marché. Et ce qui est rétribué ici, c'est le branchement au réseau thermique urbain. Donc, ça prend place à la Cité Verte, qui est un quartier nouveau, mais qui est bâti en conservant certains des bâtiments anciens là, sur l'ancien site d'un monastère dans le quartier Montcalm à Québec. Donc, on a le raccordement au réseau de chaleur urbaine, production centralisée d'eau glacée et ici aussi des éléments d'enveloppe et des éléments de mécanique hyper performants. Donc, voilà pour les immeubles nouveaux. On veut s'assurer que les immeubles qui vont constituer la Ville de Québec de demain vont être des immeubles performants avec ce genre de soutien-là. Mais on n'oublie pas aussi que décarboner, c'est libérer de l'énergie, libérer de la puissance et substituer des éléments mécaniques qui fonctionnent à base d'énergie fossile pour avoir au moins un apport là, en énergie propre plus substantiel. Donc, à ce niveau-là, il faut s'attarder aux bâtiments existants. Certains d'entre vous me connaissent, c'est une vocation qui m'est chère. Donc, c'est le premier projet dans lequel je me suis aussi impliquée plus personnellement. On a lancé au printemps dernier le premier appel de projet pour des plans de décarbonation des bâtiments non municipaux. Donc, on s'adresse aux bâtiments privés, mais plus particulièrement aux propriétaires OBNL, aux propriétaires de bâtiments patrimoniaux et aux syndicats de copropriété. Et dans le cas des OBNL, c'est parce qu'on veut amener un soutien à des propriétaires d'immeubles qui ne sont pas des propriétaires professionnels qui font du profit nécessairement avec leur immeuble, mais aussi qui ont souvent beaucoup moins de moyens et de ressources à mettre à signer à leur maintien d'actifs. Dans le cas des bâtiments, puis c'est aussi évidemment des propriétaires qui mènent des missions qui sont chères à la communauté. Dans le cas des bâtiments patrimoniaux, ce sont des bâtiments qui sont souvent plus complexes à rendre efficaces sur le plan énergétique parce qu'on compose avec des tissus bâtis anciens. On a quand on est sur le territoire de la commission d'urbanisme, on a des contraintes par rapport à ce qui est possible de mettre en façade, en toiture. On compose avec des matériaux anciens soit plus fragiles ou plus précieux. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux de ce côté-là. Et les syndicats de copropriété, on sait que les fonds communs ne sont pas toujours très garnis pour voir venir. Donc, puis on voulait aussi rétribuer là, les formes plus traditionnelles de compacité chez les propriétaires. Donc, voilà pour l'appel à projet pour les plans de décarbonation. L'argent allait à faire la planification de la décarbonation. L'idée, c'est de préparer les gens après ça à aller solliciter d'autres subventions, par exemple celles des fournisseurs d'énergie. Donc, c'est assez complémentaire à ce niveau-là. Et donc, on a déjà distribué 500 000 dans le cadre de 8 ententes qui comprennent des bâtiments patrimoniaux anciens, des lieux de loisirs, de culture, la maison ou Action Patrimoine loge ses bureaux, je m'excuse, le nom m'échappe, et Moisson Québec qui va bénéficier aussi d'un soutien dans le cadre de ce projet-là. Et l'appel à projet du deuxième tour prend fin le 17 février, donc on espère voir encore des beaux projets naître de ce fonds qu'on a lancé l'année passée, pour une enveloppe totale de 1 million dans le cas du Fonds pour les plans de décarbonation.
Et j'ai le plaisir et la chance d'être désignée coordonnatrice pour le groupe de travail bâtiment du prochain plan climat mené par la Ville de Québec. Donc, on pense que ça va être 2026-2030, mais on ne s'est pas commis encore. Et on est en tout début d'élaboration avec la collaboration de nos collègues à la gestion des immeubles. Donc, je suis pas malheureusement, je suis pas dédouanée pour vous parler du détail de ce qu'il va y avoir dans le plan climat ou des pistes d'action qu'on a déjà identifiées, mais je pourrais vous parler des compétences et leviers municipaux que moi j'ai identifiés avec lesquels on va être en mesure de faire des gains de ce côté-là. Donc, je pense que c'est très, très important. La ville est capable d'avoir un rôle de service aux citoyens. Grâce à ces communications, on peut diriger les gens soit par l'intermédiaire du site web, du journal qui est publié régulièrement, du 3 en 1. On peut rediriger les gens vers des ressources techniques, des ressources informationnelles, vers du financement en matière de décarbonation et d'efficacité énergétique. Donc, je pense qu'on gagne à utiliser ces leviers-là. La réglementation du bâtiment, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu délicat ces jours-ci, donc on est un peu en attente de certaines orientations du gouvernement du Québec, mais néanmoins, c'est un levier, il existe et on a bien l'intention de s'en servir là, selon les paramètres qui nous seront impartis à courte échéance. En aménagement du territoire, ben, je vous en parlais, je pense qu'il y a vraiment lieu de miser sur la densification pour faire des gains en efficacité énergétique, pour rationaliser, pour rendre plus sobre notre utilisation de l'énergie. Il faut miser sur les outils qui sont les nôtres en aménagement du territoire. Et puis, c'est aussi la combinaison là, avec une desserte en transport collectif. On compte à Québec, vous le savez, sur l'avènement du tramway. Je pense que c'est incontournable pour une ville du futur. Maintenant, les infrastructures, on en parlait, les gens de la GI sont très engagés. Ils mènent de belles collaborations avec Hydro-Québec notamment. On peut donner l'exemple par l'excellence de nos pratiques en efficacité énergétique et décarbonation. On peut transmettre ce savoir-faire-là par le biais de toutes sortes d'outils comme c'est le cas aujourd'hui, mais la ville est impliquée aussi dans le réseau énergie-bâtiment et dans toutes sortes d'autres forums. Et évidemment, on peut déployer des infrastructures vouées à la mobilité douce, mais éventuellement, on va voir venir aussi les réseaux de chaleur urbain, les réseaux communautaires. Donc, c'est le genre de choses qu'on a sur notre radar également. Et enfin, je m'en voudrais de pas mentionner la recherche, puisque la ville est une manne inouïe de données et que ces données-là gagneraient à être plus accessibles pour être exploitées, analysées aux fins de l'élaboration de solutions climatiques. Et pour ça, c'est les partenariats avec les universités qui sont une source d'aide, de support, d'appui que moi j'apprécie beaucoup et j'y crois beaucoup à ces collaborations-là avec les milieux universitaires. Donc, avant de vous laisser, je vous dis ce qui me motive à me lever le matin. Puis je pense que je parle pour toute mon équipe quand je dis qu'on est tous motivés par l'urgence d'agir dans la lutte au changement climatique. C'est quelque chose qui est porté haut et fort, non seulement ici à l'équipe climat, mais dans toute la division biodiversité, changement climatique et même dans tout le service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Il y a bien sûr l'aspect transversal des enjeux carbone. Un bâtiment n'est pas une île. Un bâtiment est l'unité de base de la ville, mais il interagit avec les réseaux. Un bâtiment est occupé par des humains. Il faut réagir à leurs besoins. Il faut s'inscrire dans ces dynamiques urbaines-là. Donc, on ne pense pas au bâtiment comme quelque chose d'isolé. Il faut agir en mobilisant les moyens qui sont à la portée de la ville, de notre municipalité, la mienne, la vôtre. Donc, faire le mieux avec les moyens qui sont les nôtres, puis collaborer avec les autres paliers de gouvernement aussi pour s'aligner autant que possible, puis fonctionner tous dans le même sens. La cohérence et la convergence des stratégies, je pense que c'est mon défi principal. J'imagine que vous le partagez aussi. Une municipalité, c'est une machine immense qui livre des services aux citoyens pour lesquels il y a des attentes vraiment importantes. Et l'idée, c'est vraiment de créer des synergies, de faire une pierre deux coups chaque fois que c'est possible et à l'inverse, de ne pas créer des frictions ou des contre-incitatifs. Donc, je travaille fort à m'aligner avec les autres services, mes collègues dans les autres départements.
Et enfin, l'équité environnementale, la justice climatique, je pense que c'est vraiment important d'inscrire notre action au service des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, des propriétaires et des locataires. C'est le but, le rêve, c'est qu'on sorte tous plus prospères, plus sécures et plus en santé de cette transition écologique et énergétique. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Puis vous pouvez m'écrire directement si vous voulez échanger avec moi, ça va me faire plaisir. Euh, merci, merci beaucoup, Léa, pour le tour d'horizon des actions de la ville de Québec. Bon, OK, on s'attendait à des scopes du plan climat, là, Je suis mais non, désolée, je suis vraiment pas en mesure de vous en livrer. C'est pas, ça me brûle les lèvres, mais Mais je non, peux pas. c'est pour te taquiner parce que je te connais. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine présentation. Donc, on se tourne maintenant vers Karine. À toi la parole. Je te laisse installer ta présentation. Puis, n'hésitez pas, les gens, à discuter dans le chat. Là, puis, des fois, on essaie de répondre directement à certaines choses. Sinon, je vais poser des questions après. Donc, Bon, je m'attaque au partage. Et vous devriez voir ma présentation. ça fonctionne. Merci. Alors, bonjour. Moi, mon mandat, c'est de vous présenter aussi ce qu'une moyenne ville peut faire. On n'a pas les moyens de Québec, c'est pas que c'est très inspirant. Moi, mon mandat, ça va être vraiment de vous parler de qui est possible de faire. On croit beaucoup à la théorie des petits pas à Candiac, vous allez voir. C'est une brève synthèse que je fais là, de la stratégie de décarbonation des bâtiments. Comme je vous l'ai dit, étant donné l'urgence climatique, l'urgence d'agir, je vais vous présenter des diapos assez compacts, vous allez voir, dans les actions qu'on réalise à Cardiac, mais elles ne sont pas linéaires, donc on ne les a pas faites en ordre. On est très agile à Cardiac, on bouge, on saisit les opportunités, on n'a pas toutes les informations, on revient les peaufiner. C'est ça aussi qui fait que les données qu'on va chercher, c'est vraiment des données probantes qu'on a besoin. On les fait analyser. On est beaucoup avec la recherche aussi universitaire. Donc, ne pas prendre en considération la linéarité de ce que je vais vous présenter. Voilà. Puis, il faut dire qu'on est une moyenne ville. On voulait y aller avec nos ambitions qui sont très élevées à Candiac, mais on voulait que tout soit simple d'application. On est deux en transition écologique, donc il fallait aussi qu'on puisse supporter ce plan-là. Alors, comme plusieurs municipalités, on a un plan climat au Québec. Là, je vais juste cacher. Merci. On a un plan climat. Donc, en 2021, on a fait l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Notre année de référence, c'est 2018. Le Conseil a voté pour une réduction de 40 ce qui est assez ambitieux. Donc, pour répondre à ces ambitions-là, ben, nous, on voulait arriver avec des plans d'action. Vous connaissez c'est quoi les plans d'action de réduction de gaz à effet de serre. Je ne vais pas vous en détailler, mais je vous parle un peu de ce qu'on a, le volet bâtiment. Donc, nous, comment qu'on a divisé ça un peu, nos potentiels de réduction, c'est vraiment toujours dans les types de bâtiments résidentiels, municipaux, industrie, commerce, institutions. Il y a toujours l'actuel et celui à venir. C'est un peu la stratégie qu'on a déployée à Candiac. Au niveau du résidentiel, il y a une étude qu'on a faite avec l'Université de Sherbrooke qui a été un peu bonheur et une source d'informations vraiment intéressante. Avec le laboratoire de l'IRID de l'Université de Sherbrooke, on a fait une modélisation de la consommation énergétique des résidences actuelles. Donc, ils ont analysé l'année de construction en fonction de l'efficacité énergétique qui était demandée dans le cas du bâtiment à cette époque-là, en fonction du typologie, la type d'énergie consommée. On a vraiment fait un amalgame de tout ça. Fait qu'on avait un portrait très, très précis de la consommation énergétique. Puis là, on pouvait dire, si ceux qui sont au mazout s'en vont à la biénergie, qu'est-ce que ça a comme impact pour nos émissions? Puis là, on faisait plein de scénarios comme ça, fait que ça nous a permis un peu de jouer avec les données puis de voir l'impact que ça avait. On changeait les chauffe-eau. Fait que c'était vraiment une source d'information très intéressante. Puis on a fait la même chose pour toutes les résidences projetées. Fait que le résidentiel, ça a été un peu au bonheur de travailler avec eux, là, puis on a eu beaucoup d'informations.
Pour le volet municipal, on a fait les audits énergétiques. On a profité de la subvention de la Fédération canadienne de la faune pour faire des audits énergétiques. Leur audit, leur cahier de charge est très impressionnant pour la décarbonation des bâtiments. Fait qu'on a vraiment, on s'est vraiment fié à eux pour faire cette analyse-là. C'est vraiment un bel audit. On a fait à travers ça plein d'études. Vous allez voir, là, ça, c'est en simultané. Comme je vous dis, on l'a fait en même temps que faire des actions. On avait besoin de travailler sur la géothermie, PCP. On allait chercher des avis. Fait qu'on a eu plein de petites analyses énergétiques à travers tout ça. Euh, Comme Léa le dit, il faut travailler en synergie. Nous, on travaille beaucoup en synergie avec les travaux publics, avec le génie, avec d'autres services qui nous lèvent le flag puis qui nous disent hey, j'ai une réflexion prévue. Est-ce qu'il y a une opportunité de bonifier le travail qu'on a prévu pour intégrer la décarbonation des bâtiments? Puis évidemment, on saisit beaucoup les opportunités financières. Là. Il y a eu quand même beaucoup de financements débloqués dans les dernières années pour la décarbonation des bâtiments. Au niveau des industries, commerces et institutions, on a essayé de faire des analyses aussi avec la recherche. Je vous dirais que c'était moins probant là, comme résultat. En tout cas, ça nous a conforté qu'on ne pourra pas tout savoir. Avec les moyens qu'on a, on n'a pas quelqu'un de dépêché à temps plein pour canaliser l'information. On a accepté de vivre avec cette incertitude de données-là pour les ECI. Si jamais vous connaissez des bons trucs, là, j'en serais ravie que vous me le partagiez. Puis, on a fait aussi une analyse maison là, de la certification de tous les types de bâtiments. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dedans? Y a-t-il des idées à dupliquer? Vous allez voir, c'est ça qu'on est allé chercher en fait. Ça nous a permis de vraiment bien comprendre et d'accompagner les promoteurs aussi sur notre territoire. Dans les actions, là, ça, c'est toujours intéressant, les actions. Au niveau, on croit beaucoup à la théorie des petits pas à Candiac. Donc, on est toujours en mouvance, on avance un peu, puis ça suscite le débat, l'intérêt, ça mobilise les parties prenantes. Fait on aime beaucoup être dans les petits pas. Euh, Au niveau, là, encore une fois, on divise les actions dans les bâtiments actuels et projetés. Dans les résidences, industries, commerces, institutions actuelles, on est beaucoup dans l'accompagnement. On ne veut pas faire de la réglementation, on est beaucoup dans l'accompagnement. On a fait, là, je vous donne des exemples, là, il y en a plusieurs, là, mais démystifier le remplacement des systèmes de chauffage au mazout. On a fait venir Écohabitation l'année passée, ça a été un beau succès, les gens étaient intéressés, les gens qui avaient du mazout se sont présentés, il y avait des subventions disponibles, vraiment un bel arrimage. Les 2 prochains jeudis, c'est ça qu'on fait. On fait venir Hydro-Québec, ILO, les subventions possibles, des experts un peu neutres qui viennent parler un peu de démystifier les systèmes de chauffage, mazout, gaz, bi-énergie. Qu'est-ce que ça implique? Fait qu'on est dans l'accompagnement. Dans les résidentiels projetés, on a fait, je pense que ça a été assez largement diffusé, là, 2 règlements en 2023, fin 2023. Un règlement sur les DET et puis les combustibles gazeux. Fait qu'on les a mis ensemble, là, je vais vous en parler. Le règlement d'intensité de la demande en énergie thermique, c'est vraiment intéressant. On s'est inspiré de la norme BCZ qui le demande dedans. À notre connaissance, il n'y avait pas d'autres villes au Québec qui faisaient ça. Puis nous, pourquoi qu'on est allé chercher ça? Parce que c'est très simple d'utilisation. Une plus petite municipalité, on n'a pas l'expertise à l'interne, on veut que ça soit simple d'application, puis on veut que ça ait un fort impact. Les DET, c'est vraiment au niveau, c'est en kilowattheure par mètre carré par année, si je ne me trompe pas. C'est vraiment, on est au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Fait qu'on regarde l'enveloppe. On n'est pas dans les équipements, de la performance énergétique, on est dans l'enveloppe. On veut rendre le bâtiment résilient au chaud, au pont thermique. Là. Dans le fond, c'est tout en fonction des ponts thermiques là, pour pas qu'il y ait de fuite énergétique, puis rendre le bâtiment plus résilient. Une construction à performance résiliente, mais au niveau des composantes passives, économie d'énergie, augmentation de la résilience thermique du bâtiment. Donc, il y a plein d'avantages économiques aussi à ça. Ça a été ça qu'on a fait. On l'a fait pour les multilogements seulement. Il reste quelques unités linéales à conduire à Candiac. Fait qu'on s'est vraiment concentré sur les multilogements. On a fait aussi un règlement sur les appareils, les systèmes d'utilisation de combustible gazeux. Fait que maintenant, il est interdit à Candiac pour les nouvelles constructions qui comprennent un usage résidentiel. Fait que, il y a beaucoup de constructions avec la biénergie, le gaz naturel à Candiac. On ne voulait juste pas en ajouter, mais on ne veut pas légiférer pour celles existantes. On n'est pas dans ça. Et voilà. Fait qu'on est allé dans le résidentiel existant. Puis les autres, on est dans l'accompagnement, là, dans l'existant, puis dans le projeté, on a légiféré.
au niveau des ICI projetés, on est aussi dans l'accompagnement. Puis là, on, on a réalisé qu'on était dans les réglementations, on se posait plein de questions, puis finalement, ben, on s'assoit avec nos promoteurs, puis on en parle. Fait que toutes les nouvelles constructions, puis là, je vous donne un exemple, ça a été un beau succès chez nous. Il y avait une immense usine à déconstruire. Je pense que ça va être un peu ça là, dans la couronne de Montréal, là. Euh, on a fait un projet pilote en partenariat avec Recyc Québec. On n'avait pas l'expertise. On ne voulait plus juste démolir, on voulait déconstruire. On était accompagnés. On a fait une belle synergie ensemble, 3 acteurs. On s'est dit, OK, on se lance là-dedans, puis on essaie. Il y a eu des gains environnementaux notables. Puis en plus, on a appris. Puis à travers ça, on a parlé aux promoteurs, puis de fil en aiguille, ben, il est intéressé finalement par la certification. Fait que là, son bâtiment, il est BCZ, c'est le premier à Candiac, carbone zéro. Fait que tout ça, c'est fait juste sur une base volontaire. On a réalisé que c'était économique pour tout le monde, puis on s'est parlé. Fait que on s'est dit que pour les ICI, ben, dans le fond, il faut juste prendre le temps de s'asseoir, puis d'arriver avec ces arguments-là à l'appui économique, écologique, le branding. Donc, ça a été un beau succès. Pour les bâtiments municipaux, le conseil est vraiment intéressant. Quand on a présenté le plan de réduction de gaz à effet de serre, on a demandé un PTI pour payer les surcoûts. Donc, quelqu'un qui a un travail à faire, puis il dit, oui, mais en temps normal, ça me coûterait 200 000. Si je vais avec l'option plus écologique, moins de carbone, ça me coûterait plus cher. Bien, le surcoût est payé dans ce PTI-là. Ça nous permet de suivre, évidemment, les coûts liés à ça. Ça stimule, ça mobilise. C'est vraiment intéressant, cette manière de fonctionner-là. Puis nous, ça fait vraiment la traçabilité des actions qui sont faites là, dans le temps. Je vous ai parlé qu'on avait fait des audits énergétiques. On a passé, l'année passée, ça a été une année de production de projets. On a produit plein de projets, puis on a déposé plein de demandes de financement en espérant que cette année, ça soit concluant. Donc, ça nous a permis de nous asseoir autour de la table, de travailler vraiment en collaboration avec plein de services, les loisirs, plein de monde, puis de dire, moi, j'ai cet enjeu-là, je voudrais faire cette réflexion-là. Comment on pourrait intégrer la décarbonation du bâtiment dans mon travail? Fait que ça a été vraiment intéressant. Puis là, on espère qu'on va avoir les subventions associées. Puis à Candiac, on a 2 bâtiments municipaux actuellement en cours de construction. Le garage municipal, puis on a une caserne de pompiers qui va être en régie sur notre territoire. Évidemment, les 2 bâtiments, on vise à haute efficacité énergétique pour la caserne de la géothermie. Donc, ça nous permet aussi de tester ce qu'on recommande aux gens. Puis on a une belle fenêtre d'opportunité qui se présente, on veut la saisir pour maximiser aussi les coûts d'entretien dans le temps et les coûts énergétiques, puis en plus de décarboner nos bâtiments. La construction du garage municipal est en bois. Ça va être, mon Dieu, je pense que ça va être le plus beau garage municipal au Québec, là, avec possiblement un toit vert. Donc, c'est vraiment des belles opportunités aussi pour nous pour démontrer à la communauté que c'est possible et qu'on arrive dans les coûts associés au projet aussi. Et je voulais juste souligner que dans le fond, là, je vous ai montré des petits pas. Là. Vous allez dire, ben, plein de petits pas qu'on fait, il y en a plein d'autres, mais que c'est pas linéaire, on est très agile. Puis ça, c'est rendu possible, je trouve, grâce à l'équipe qui est très opportune, qui est très opportuniste et très agile. Le conseil nous fait confiance, on bouge, on avance, on les tient informés, on est très réactif sur les subventions. Fait que ça fait aussi des équipes mobilisées puis très agiles. Fait que on reçoit souvent des téléphones en nous disant j'ai tel projet, est-ce que tu peux agir vite à dernière minute? On va l'intégrer dans l'appel d'offres. Donc, je pense qu'il y a eu une belle sensibilisation qui a été faite au début. Puis là, ben, euh, la roue s'engrange, puis là, on voit les succès qui tombent. Fait que voilà, ça a été mon plan de décarbonation express des bâtiments de cardiaque, mais on a plein d'autres mesures. Donc, si vous êtes intéressé, on pourrait se rencontrer là, pour en parler. Là. On est très intéressé à partager notre expérience, mais surtout à aller s'inspirer aussi de ce que les autres villes font. Merci, merci beaucoup, Karine. Je t'annonce tout de suite qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat, des petites questions. Fait que si OK. tu veux prendre quelques instants, des fois, c'est des oui, non, ou des choses Ah comme ça, oui, là. Fait parfait. que, puis sinon, on pourra prendre un peu de temps aussi dans la période de questions s'il y en a qui sont un peu plus loin, là, mais je peux te laisser regarder le chat si tu veux prendre quelques instants pour répondre à certaines petites questions. Et ce qui me permettrait après ça, on va enchaîner avec la dernière
dernière présentation de ma collègue Élise qui est en train frénétiquement de vouloir partager et ça Ça fonctionne. C'est fonctionne. fantastique quand la Bon, technique fonctionne. parfait. Donc, Élise, je te laisse maintenant la parole. Oui, merci Christian. Je vais juste vous ramener. Je fais un dernier petit souci technique. Parfait. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du contexte québécois de manière un peu plus large que ce que nos panélistes ont abordé, puis de ce à quoi on s'attend au niveau de la réglementation nationale ou la réglementation pan-québécoise. Puis, je vais évoquer d'autres petits exemples que nos panélistes n'ont pas évoqués, mais sont vécus dans d'autres municipalités au Québec. Donc, pour commencer, si ça veut bien changer de diapo, oui. D'entrée de jeu, je pense qu'on ne peut pas faire l'autruche en ce moment. J'aimerais vous parler du fait que vous en êtes certainement conscient, consciente, mais on vit dans un contexte de crise multiple en ce moment au Québec. Il n'y a pas que la crise du climat qui existe, il y a aussi la crise de l'habitation qui fait beaucoup les manchettes. On observe parfois des tensions, comme s'il fallait un peu choisir entre les deux crises où mettre nos énergies. Mais pourtant, tout ça existe ensemble. Tout ça cohabite, c'est pas en vase clos. Et puis moi, je trouvais que c'était important d'en parler aujourd'hui puis de l'aborder parce que on ne peut pas se cacher que les municipalités sont sollicitées, sont sous pression pour agir sur plus d'un front, ce qui n'est pas nécessairement facile. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est facile, mais aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on sème l'idée dans nos têtes collectives que les bâtiments, oui, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité d'agir sur plus d'une crise à la fois. Puis qu'on peut s'en saisir, en fait. C'est pas nécessairement facile, mais c'est aussi une opportunité. C'est parce que si on adopte des discours un peu pessimistes, là, c'est tentant de dire que si, par exemple, on veut s'adresser à la crise de l'habitation, c'est trop compliqué, c'est trop cher de considérer également la crise climatique. Bon, premièrement, à long terme, ce discours-là se tient peut-être plus ou moins là, à cause des impacts des changements climatiques. On ne peut plus faire comme si ça n'est pas arrivé. Puis aussi, même à court terme, cette corrélation-là, elle n'est pas toujours si évidente qu'on pourrait le penser instinctivement. Surtout quand on est dans un contexte, par exemple, de bâtiments neufs, puis dans un contexte réglementaire qui favorise les projets de construction performants. Je vais vous présenter rapidement deux exemples qui illustrent un peu que ce n'est pas si évident ce lien-là. Bon, c'est mes flèches qui fonctionnent. Le premier exemple, c'est à Toronto. Donc, à Toronto, ils ont mis en place il y a quelques années le Toronto Green Standard, qui est un standard de performance des bâtiments qui est allé comme par incrément, qui était de plus en plus ambitieux au fil des années. Puis, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il n'y a pas eu de ralentissement des mises en chantier résidentielles durant cette période-là. C'est quelque chose qui des fois, les gens s'attendent, mais ce n'est pas du tout ce qui a été observé. L'industrie de la construction et tout s'est adapté, puis les mises en chantier ont continué. Une autre observation, un autre exemple, c'est on se transporte encore plus à l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique. C'est une étude de cas de BC Housing. Donc, BC Housing, c'est un organisme qu'on pourrait apparenter aux offices municipaux d'habitation, mais à l'échelle de la Colombie-Britannique. Sans vous faire un grand cours sur qu'est-ce que le BC Step Code, mais le BC Step Code, c'est un standard de performance des bâtiments qui est volontaire. Donc, le gouvernement provincial le diffuse, il va par palier, de plus en plus ambitieux en fonction des années. Puis après, les municipalités décident ou non de le mettre en vigueur sur leur territoire. Donc, il y a certains gouvernements locaux qui l'ont mis en vigueur, d'autres non. Mais BC Housing respecte ce code-là par exemplarité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé 38 bâtiments multirésidentiels de logements qui ont été livrés en 2018 et 2019 avec les coûts de construction des bâtiments classiques dans le même secteur que ces bâtiments-là. Donc, je vous présente une figure de l'étude de cas. On va la décortiquer ensemble parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Il y a 38 points que vous voyez qui représentent 38 bâtiments. L'axe des Y, c'est le coût de construction de ces bâtiments-là, mais comparé à la moyenne pour un projet similaire dans un lieu similaire. Tous les points qui sont au-dessus de la ligne rouge que vous voyez ont coûté plus cher en dollars au pied carré que le coût moyen, pardon. Tous ceux qui sont en bas ont coûté moins cher. Puis l'axe des X à l'horizontale, c'est l'intensité énergétique des bâtiments.
Donc, plus c'est vers la droite, plus c'est des bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie, plus c'est vers la gauche, moins ils en consomment. Les conclusions des auteurs de cette étude de cas, puis ce qu'on remarque un peu avec ces graphiques-là, ben en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de corrélation. Ils n'ont pas vu de relation claire entre le coût et la performance énergétique des bâtiments. Ce qu'ils observent, c'est un peu, tout est un peu en, en bâton, mais ensemble, il y en a qui coûtent plus cher, moins cher. Ça ne semble pas vraiment lié à la performance énergétique. C'est certain que c'est une étude à petite échelle, là. C'est 38 bâtiments, c'est dans un contexte particulier, mais ça démontre juste que nos idées préconçues que ça coûte toujours plus cher, ben c'est, c'est un raccourci dans un sens. Puis surtout ici, si les constructeurs, par exemple, puis les professionnels sont habitués de travailler avec des standards de performance environnementale des bâtiments, ben ça devient la norme, puis il y a certains surcoûts ben, qui ne sont plus des surcoûts, en fait. C'était ma petite parenthèse sur l'abordabilité, mais bon, ceci étant dit, je ne prétends pas vous avoir fait un laïus complet sur qu'est-ce que l'abordabilité. Je vous ai parlé des coûts de construction, mais évidemment, là, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'abordabilité résidentielle aussi, on ne peut pas ignorer qu'il y a des gens, il y a des personnes qui habitent les bâtiments, par exemple, qui ont des capacités à payer. Donc, ce n'est pas qu'une question de combien coûte le 2x4 de bois. Il y a aussi les coûts d'acquisition de terrain, les coûts à long terme, l'énergie d'entretien. Bref, il y a plein d'autres choses à considérer. Mais je voulais juste relever que, en fait, les exigences environnementales, c'est dommage de prendre ça comme une excuse pour ne pas travailler les deux crises de même front. C'est une occasion où on peut le travailler. Puis surtout pour les projets neufs, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous. Si vous voulez en lire plus sur l'habitation, cette présentation-là va être disponible suite au webinaire. Puis j'ai mis ici quelques liens de ressources que Vivre en Ville diffuse gratuitement où vous avez accès. Puis les présentations vous êtes partagées. Donc, vous allez avoir tous ces liens-là. C'est tout disponible gratuitement. Maintenant, j'aimerais revenir à la ligne du temps qui a été présentée par Christian plus tôt pour vous parler plus en détail de deux éléments, la loi sur la performance environnementale des bâtiments ainsi que les règlements qui vont en découler. Juste pour vous donner un peu de prévisibilité sur ce à quoi s'entend dans le contexte à l'échelle du Québec, donc qui va avoir un impact pour toutes les municipalités en fait. Le premier règlement auquel la loi, elle est entrée en vigueur, mais là, on est en attente des règlements qui vont en découler. Le premier règlement auquel on s'attend, c'est celui de la divulgation de la consommation énergétique. Donc, c'est déclarer mon bâtiment consomme telle quantité d'énergie. Ça va avoir un impact pour les bâtiments municipaux, mais pas seulement là, aussi tout l'ensemble du parc privé. La version finale n'est pas publiée, n'est pas diffusée. Donc, tout ce que je vous évoque là, c'est sous réserve de la version finale. Je n'ai pas les grands secrets. Mais bon, c'est les grands bâtiments qui seraient visés par ce règlement-là. Puis, il y aurait un calendrier de mise en vigueur qui s'échelonnerait de 2026 à 2028 selon la taille des bâtiments. Puis, une fois cette étape-là faite ou possiblement en parallèle, on s'attend aussi à avoir un règlement sur la cotation de la performance des bâtiments. Donc, en Europe, on voit des systèmes avec des lettres comme de A étant le meilleur, bon, on pourrait se rendre à la lettre qu'on veut dans l'alphabet, et ça pourrait être des couleurs, ça pourrait être, bon, peu importe, mais une façon de coter la performance des bâtiments. Puis on s'attend aussi à avoir des règlements plus de construction là, sur des normes minimales de performance des bâtiments, mais à la construction ou à la rénovation, donc pas des choses qui seraient nécessairement liées avec comme une déclaration d'énergie, mais vraiment, quand on construit, on doit faire X, Y, Z. C'est certain, là, ça a été évoqué dans le chat plus tôt, mais les émissions de GS et la consommation d'énergie sont souvent à la base de ce type de réglementation-là au Québec, mais ailleurs. Des fois, par contre, ça donne envie de vraiment prioriser des moyens technologiques là, pour atteindre les cibles, mais il y a aussi plein de mesures passives là, qui sont tout aussi importantes. L'enveloppe thermique a été évoquée aujourd'hui, mais il y a aussi plein d'autres considérations qui pourraient être inclus à ce type de réglementation-là dans le futur. Bon, la gestion des eaux de pluie, par exemple, l'adaptation au changement climatique, et le carbone intrinsèque, j'ai vu aussi été abordé plus tôt. Donc, c'est un peu des boîtes, c'est cette loi-là, ces règlements-là, où on pourrait imaginer un monde où il y a plein de choses incluses, mais ça reste à voir encore qu'est-ce qui va constituer ces règlements-là. Et à cela, j'ajouterais
que même si vous faites le meilleur bâtiment du monde ou que votre municipalité met en place la meilleure réglementation pour les bâtiments, euh, un bâtiment qui respecte des normes de construction parfaites n'est pas nécessairement parfait. Si, par exemple, il est construit dans une zone inondable ou si encore il participe à l'étalement urbain, qui est loin des services, un grand bâtiment, par exemple, d'habitation qui est très loin des services, bien, certains bénéfices du bâtiment vont être annulés, par exemple, par le transport des gens qui y habitent. Donc, le bâtiment s'inscrit dans une ville, dans une communauté, dans un village, puis c'est important de toujours garder ça en tête. Pour finir ce petit blog, j'aimerais reparler, Christian l'a évoqué en introduction, là, de l'article 31 de la loi sur la performance environnementale des bâtiments. Je ne vais pas ne pas en parler parce qu'il a été beaucoup quand même discuté, disons, dans l'espace public, parce qu'il limite en quelque sorte le champ d'action des municipalités. Je vais vous lire textuellement un extrait parce que je ne sais pas ça par cœur du tout. Ça va comme suit l'article 31. Toute disposition en matière de performance environnementale d'un bâtiment adoptée par une municipalité et pouvant avoir un impact sur la capacité des distributeurs d'énergie à assurer de manière suffisante les besoins en énergie des consommateurs est inopérante, à moins qu'elle ne soit approuvée par le ministre. Donc, il y a certains règlements municipaux qui existent déjà qui ne pourraient pas nécessairement voir le jour aujourd'hui, à moins d'avoir une approbation ministérielle, mais ce n'est pas une approbation qui est garantie. Par contre, le message que je souhaite porter aujourd'hui, c'est que ça n'empêche pas l'action municipale du tout, du tout. Il y a de nombreux exemples là, que Karine et Léa ont évoqués plus tôt qui ne sont pas du tout incompatibles avec cet article de loi-là. C'est juste un nouvel élément à travers lequel il faut apprendre à naviguer. Puis d'ailleurs, une piste d'action dont j'aimerais vous parler, c'est celle de l'écofiscalité. Donc, l'écofiscalité, en fait, c'est l'idée de mobiliser des pouvoirs de taxation qui existent déjà. On n'invente rien, des pouvoirs qui existent déjà pour les municipalités, mais afin de faire des mesures dites d'écofiscalité. Vivre en ville aime parler de 4 grands principes là, pour comment mobiliser ces pouvoirs de taxation-là, qui se résument ainsi d'assurer l'équilibre budgétaire à long terme, de réduire les distorsions entre ce qui est payé, les montants payés puis les services reçus, d'internaliser les coûts sociaux et environnementaux, ça c'est super intéressant, puis de favoriser le développement de collectivités viables. Qu'est-ce que l'écofiscalité peut vouloir dire pour les bâtiments? Un exemple très concret, c'est les taxes visant les appareils de chauffage fonctionnant au mazout. On l'a évoqué plus tôt, il y a un règlement pan-québécois en vigueur, mais il n'empêche pas complètement l'installation d'appareils au mazout. Ça dépend de l'usage des bâtiments, de leur taille, par exemple. Donc, il y a plusieurs villes municipalités qui ont un règlement sur ces appareils de chauffage-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette taxe-là peut être jumelée avec de la réglementation, avec des aides financières, par exemple, dans ce cas-ci, pour remplacer les appareils de chauffage. Donc, le but, c'est de créer un tout cohérent. Le but, c'est pas de taxer juste pour le plaisir de taxer. Puis plutôt, la démarche que Karine a présentée, où ils ont fait une espèce d'inventaire, de diagnostic des bâtiments à Candiac, mais ça, c'est intéressant parce que ça peut aider à montrer là où ça vaut la peine de taxer et là où ça ne vaut pas la peine. Si vous voyez, par exemple, que le mazout n'est pas un enjeu dans votre municipalité, bien, de mettre de l'énergie sur une taxe comme ça, bien, c'est peut-être pas la meilleure utilisation des ressources. Un dernier exemple que j'ai à vous montrer qui sort un peu du cadre classique, c'en est un qui... Ah oui, pardon, avant de parler de mon dernier exemple, encore une fois, la présentation sera disponible, puis on a plein de ressources sur l'écofiscalité. Je vous suggère particulièrement le webinaire qui est disponible en rediffusion. Le contexte québécois a changé dans les dernières années, donc les intervenants font une espèce de survol de c'est quoi les possibilités maintenant. Mais encore une fois, tout ça sera disponible après le webinaire. Et qui m'amène finalement à mon dernier exemple, qui est un peu différent, qui relève plus de la mobilisation ou de la concertation d'acteurs municipaux, qui sort un peu purement de contexte de mettre des règlements. C'est en ce moment des élus qui se mobilisent à l'heure actuelle pour une reconnaissance des programmes de type PACE au Québec. Ils ont un petit nom en anglais, le Property Assessed Clean Energy, mais c'est un type de programme qui fonctionne sous le même principe
puis qui existe ailleurs dans le monde en ce moment, mais qui n'est pas possible au Québec pour des questions administratives et politiques. Le but de ces programmes-là, c'est de faire des projets dans le parc immobilier privé, des projets d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de résilience climatique, mais d'une façon à ce que pour les propriétaires, le coût initial qu'ils ont à débourser pour faire ces projets-là est réduit, voire nul. En attendant, c'est en fait la municipalité ou un partenaire financier qui assume les coûts, mais le particulier va rembourser par l'entremise de ses taxes foncières sur plusieurs années. On peut parler de 5, 10, 15, 20 ans selon l'ampleur des projets. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vient chercher un type de propriétaire qui n'a pas nécessairement les moyens pour sortir les fonds pour faire un projet à la base. Il y a plein de programmes de subvention qui existent au Québec, mais le remboursement vient généralement plus tard. Donc, si vous n'avez pas les sous au début, vous n'allez pas faire ce type de projet-là. Et un deuxième point qui est super intéressant, c'est que le remboursement est lié à la propriété et non au propriétaire. Donc, on peut imaginer un scénario où vous achetez une maison qui a un programme PACE en vigueur sur celle-ci pour des travaux qui ont été faits, bien, vous avez l'obligation de continuer à payer. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, vous habitez quelque part puis vous n'êtes pas certain d'être là dans 15 ans encore, peut-être vous pensez que vous allez déménager, bien là, vous n'êtes pas enclin à mettre en place certains projets où le retour sur investissement est plus long. C'est, par exemple, de 15-20 ans, vous dites peut-être que je ne serai plus ici dans 5 ans, ça ne vaut pas la peine. Mais avec ce type de programme-là, bien là, tout vaut un peu la peine parce que les remboursements sont étalés. Mon collègue Samuel va mettre, ou a peut-être déjà mis là, dans le chat, une invitation en ce moment qui circule aux élus municipaux pour revendiquer, si on veut dire, autour de ce projet-là. Vous pouvez accéder via ce lien-là, sinon directement via le profil LinkedIn de Paul Germain, le maire de Prévost. Vous allez retrouver la même information. Mais ça, c'est un exemple un peu différent qui relève plus de... On se mobilise, là, on se met ensemble puis on partage les bonnes pratiques. C'est presque la fin de ma présentation. Je veux juste dire que c'était vraiment intéressant d'entendre les panélistes plutôt parce qu'on voit que le leadership municipal, là, il prend plusieurs formes sur les bâtiments. Il y a plusieurs façons. Ça a porté fruit dans le passé. On veut que cet élan-là continue. C'est vraiment bien de voir l'engouement parce qu'on ne peut pas se cacher qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc, il faut encore rester mobilisé. Je ne l'ai pas évoqué durant ma présentation, mais il ne faut pas oublier qu'on a des élections municipales en novembre prochain. Donc, c'est certain que pour les candidats, les candidates, la performance environnementale des bâtiments, ça peut être un champ d'action à investir, à discuter durant la campagne. Évidemment, aussi pour celles et celles qui vont être élues. Mais dans le cas de la campagne électorale, Vivre en ville va faire quelques propositions. Il y en aura certaines qui vont toucher ce thème-là. Donc, on espère vous reparler dans ce contexte-là. Et voilà qui fait le tour. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vais arrêter mon partage et repasser la parole à Christian. Merci beaucoup, Élise, de cette dernière présentation là, qui vient tenter d'aller chercher l'éco-bénéfice, puis de tenter aussi de comment on peut généraliser les initiatives, puis peut-être multiplier les initiatives. Je vais avoir quelques questions. Parfois, il y a beaucoup de questions au public qui ont été répondues directement. Vous pouvez continuer à poser des questions. Nous, on est prêts à vous garder jusqu'à 25. Donc, n'hésitez pas dans le chat. C'est toujours une des parties les plus stimulantes, moi, je trouve personnellement. Donc, encore merci aux panélistes. J'ai une question pour vous. Je vais essayer de la rendre la plus claire possible. On est un peu collectivement, puis surtout avec une approche par objectif. Souvent, on va être mesurable, donc, on est, parce que c'est aussi un danger existentiel, on est obsédé par les gaz à effet de serre, ce qui est probablement une bonne chose. Toutefois, est-ce que vous considérez que parfois, juste parler ou trop parler de gaz à effet de serre fait en sorte qu'on ne réussit pas à aller chercher d'autres gains environnementaux ou nous fait faire des erreurs et qu'on n'est pas assez transversal? Y a-t-il des fruits mûrs qu'on ne saisit pas parce que
on pense juste au GES, puis tout notre focus est là-dessus, au GES lié à la consommation énergétique, au chauffage. Y a-t-il des choses que vous dites, ah, on a tellement été obsédé par ça qu'on a peut-être oublié quelque chose à côté qui aurait été facile à faire ou un gain facile? Y a-tu un moyen? Je suis un peu rassuré à travers vos présentations parce que j'ai vu que vous vous occupiez d'autres enjeux. Mais avez-vous un avis là-dessus? Parce que moi, je l'entends parfois, puis des fois, je dis, ouais, mais il faut être obsédé par ça. Je veux dire, c'est l'avenir du climat, puis ça commence déjà à se dérégler. Fait qu'on faut pas, on peut pas juste dire, ouais, mais c'est important. De notre côté, on sait qu'il y a d'autres choses qui sont importantes. Donc, est-ce qu'il y a moyen de réconcilier ça? Puis, est-ce que vous avez des exemples ou des cas qui vous inquiètent? Libre à vous. Vous comprenez un peu l'esprit? Qui se lance? Ben, oh, dans mon cas, on parle de gaz à effet de serre, mais je pense qu'on parle plus d'opportunités, de réflexion, de faire un travail, un projet global. Fait que c'est jamais un projet juste pour les gaz à effet de serre. C'est un projet de réflexion, l'unité de toit est brisée, tu sais, fait que c'est toujours un projet. Moi, je crois beaucoup à cette transition écologique-là, là, de prendre un projet, d'avancer, puis de mettre un petit peu d'environnement dans chaque projet. Fait que c'est pas juste un projet de décarbonation. Là, on le présente sous cet angle-là aujourd'hui, mais on parle beaucoup de coûts afférents, coûts d'entretien, on parle beaucoup d'économie, des subventions disponibles. On va avec le monde de la recherche qui nous parle de la géothermie, c'est quoi les avantages, l'impact sur la pointe énergétique. On analyse beaucoup ça. Fait que oui, le fin fond, l'objectif, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a tellement d'autres avantages que je pense que ça dépend à qui tu t'adresses aussi, là, mais je suis pas sûre que c'est mon message principal. En tout cas, dans mon cas, je sais pas, Léa, là, mais... Ben, moi, je pense que Mais c'est vas-y, Léa. je rebondis là-dessus. Je pense que c'est important de ne pas perdre le focus parce qu'il y a quand même véritablement un souhait de décarboner ou du moins, au moins, de ne pas amplifier nos gaz à effet de serre maintenant qu'on y travaille assidûment. Ceci dit, je pense qu'il y a peut-être une nuance à faire qui parfois va être importante là, selon le projet entre une décarbonation totale puis une décarbonation partielle puis qui est faite avec beaucoup d'attention les collègues ingénieurs mécaniques vont dire dans le cas de plus gros bâtiments que le 4-5 derniers pourcents de décarbonation est souvent le plus dur à aller chercher, coûteux, mais si on se concentre sur le 80 qu'on est capable d'aller chercher, qu'on se garde une biénergie pour la redondance, pour la résilience, on a quand même fait un extrêmement grand pas dans la bonne direction, puis on fait bon usage de nos différentes sources d'énergie. Fait que, je pense que ce discours-là est sensé aussi. L'autre chose, c'est que même si on fait une utilisation intempestive de notre énergie propre, on n'est pas plus brillant. On peut être dans, on a toujours fait des blagues. Est-ce qu'une McMansion lead, c'est écologique? Je veux dire, les gens qui éclairent leur immeuble par l'extérieur, qui font rouler un spa, un SUV électrique, tout ça, est-ce que ça, c'est une utilisation sensée de l'énergie, même si c'est décarboné? La réponse que moi je fais, c'est non. Fait que, oui, la décarbonation demeure hyper importante, mais l'efficacité énergétique, c'est de la décarbonation et ultimement, ce qui est important, c'est la sobriété puis l'usage rationnel des sources d'énergie auxquelles on a accès. Oui, puis si Et je si tu peux veux juste compléter? Oui. compléter, des fois, quand on parle de bâtiments, on oublie un peu de considérer qu'il y a des humains qui y habitent, qui y travaillent, que ces bâtiments-là sont occupés, en fait. Puis il y a beaucoup de choses qui relèvent la performance environnementale des bâtiments qui sont aussi bénéfiques pour le confort des gens puis leur bien-être. Puis c'est évidemment plus difficile à quantifier la joie de vivre des gens ou comment les gens sont bien. Mais dans certains cas, c'est plus évident. Là, j'ai perdu le fil du chat pendant ma présentation, mais j'ai vu quelqu'un évoquer les questions de précarité énergétique. On ne peut pas non plus ignorer qu'il y a énormément de gens au Québec qui sont locataires. Donc, aussi, ce qu'ils ont le pouvoir de faire est limité. Il faut prendre toutes ces considérations sociales-là aussi. Puis, même si ça ne se traduit pas nécessairement par bravo, vous avez économisé tant de GES, mais ça peut se traduire des fois par bravo, il y a des gens qui sont mieux chez eux, qui sont épanouis chez eux, puis ça a une valeur aussi. Mais évidemment,
c'est plus difficile à quantifier. C'est la triste réalité. Mais justement, dans les axes de décarbonation, mais qui ne sont pas liés à la consommation d'énergie, j'ai peut-être une question un peu provocatrice, puis vous me dites si vous n'êtes pas à l'aise, vous connaissez pas assez, mais le fameux carbone intrinsèque, là, des matériaux de construction. Est-ce que, parce que moi, on m'en parle beaucoup, je ne me considère pas comme un spécialiste, mais dans le chat, on m'en a parlé, en équipe, on en parle, dans les groupes de travail sur lesquels je siège, on en parle. Est-ce que vous croyez, il y a eu un exemple où vous avez tenté de réduire ça là, à Québec sur un projet subventionné, Léa? Euh, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut y arriver ou celui-là, il va falloir accepter que bon, ben, le carbone intrinsèque, on n'aura pas le choix, là, puis c'est difficile de construire ou même rénover et faire en sorte que les matériaux émettent moins de gaz à effet de serre. Votre avis là-dessus, c'est un peu une question un peu provocatrice parce que je l'entends revenir, mais je crois, comparativement à d'autres domaines, il me semble que ça progresse moins vite. Je me trompe peut-être. Moi, je peux me lancer là-dessus. J'en discutais avec le professeur Luca Sorelli de l'Université Laval dernièrement, puis eux, ils sont très, très avancés dans la recherche là-dessus, et je pense que, en tout cas, les possibilités que lui m'évoquait étaient extraordinaires. Euh, c'est dans la c'est dans la géométrie des volumes en fait, le pitch, c'est pas on va s'affranchir du béton parce que c'est trop intensément carboné. On fait les choses, on emploie des énormes volumes de béton euh, pour se rassurer dans un sens que nos structures sont rigides et vont résister aux différentes forces, mais avec les capacités informatiques et avec les capacités de test, avec les bétons très performants d'aujourd'hui qui souvent en plus vont avoir des matières recyclées qui rentrent dans la composition, on est capable de faire des bétons très forts, donc avec de moindre volume de béton, on va réussir à faire des structures qui sont tout aussi performantes et souvent plus intéressantes parce que plus ajourées, donc qui laissent plus de place pour des ouvertures à l'intérieur. Il me parlait également d'assemblage hybride béton-bois pour faire notamment des dalles de plancher. J'adore discuter. Je ne suis pas très ferrée en la matière, mais je suis toujours très, très impressionnée par ce qui se fait. C'est sûr qu'on entend moins parler parce que peut-être qu'au niveau des municipalités, on a l'impression d'avoir plus de prise sur les enjeux d'efficacité énergétique, puisqu'on a quand même des compétences municipales là, compromises à certains égards, mais quand même, qui nous permettent d'aller là. Au niveau de dicter les matériaux, c'est quelque chose qui est un peu plus c'est un peu plus long shot, si vous me passez l'expression anglaise, mais moi, j'y crois beaucoup. C'est la prochaine frontière dans un bâtiment qui est efficace sur le plan des opérations, qui est chauffé à l'hydroélectricité au Québec. Je pense que c'est comme 80% des émissions de GES de l'ensemble du cycle de vie qui vont être imputables à la construction. Donc, absolument, il ne faut pas laisser ça de côté. C'est le prochain défi. Quelqu'un veut compléter? Ben, peut-être juste ce que Karine mentionnait plutôt aussi par rapport à la déconstruction là, d'une usine, ben ça, c'est aussi le genre de pratique qui s'inscrit dans, quand on considère le cycle de vie, ben, premièrement, le but, c'est de garder les bâtiments le plus longtemps possible en opération, là. Ça, c'est certain que c'est le truc le mieux, mais aussi si on est capable de construire des bâtiments d'une façon qu'on peut les déconstruire, ou tu sais, il y a certains bâtiments avec des usages où on sait qu'ils vont devoir être modifiés par le temps. Mais si on les construit d'une façon qu'on peut changer d'édification, qu'on peut faire des trucs plus facilement, bien ça aussi, ça a un impact. Puis ça relève peut-être moins des fois des matériaux, mais plus des méthodes ou des protocoles. Fait qu'il y a plus qu'une avenue à explorer. Oui, puis la déconstruction, c'est vraiment intéressant. Nous, c'est pas de compétences vraiment municipales, là, ça serait théoriquement la MRC, mais on est intéressé par ça parce que on connaît pas ça aussi. Quand on a fait beaucoup d'appels, vraiment, on a eu peu de réponses. Fait que je pense qu'il faut se lancer aussi. Puis c'est la même chose pour le carbone intrinsèque. On n'est pas très ferré là-dessus chez nous. On n'a pas une grosse équipe. Mais on se lance, puis on essaye, puis on essaie d'intégrer le bois dans nos structures. Le nouvel atelier, ben, il va être une structure en bois alliage avec l'acier un peu. Mais c'est magnifique aussi, là. Fait qu'on parle aussi du milieu de vie, là, pour les gens. Mais fait que, oui, c'est important, mais
c'est encore, je trouve, plus difficile d'application pour les moyennes municipalités, là. Euh, Merci. J'aurais tendance à vous laisser un mot de la fin parce qu'il était 17 puis je voulais finir à 25. Puis j'ai le goût de vous demander, y a-tu avez-vous quelque chose là, qui est un projet qui vous fait secrètement rêver, que ce soit un règlement, que ce soit un projet pilote, que ce soit quelque chose que vous diriez, il me semble que si on faisait ça, là, on ferait un grand pas pour accélérer la décarbonation du bâtiment et aussi la performance environnementale globale. Là. J'aurais dû vous la poser avant pour vous préparer, mais au fil de la discussion, je me suis mis ça. Vous avez l'air passionné là, par ça. Fait que je sais que les gens passionnés ont souvent un rêve ou caché ou pas. Donc, y a-tu un élément là, que vous aimeriez voir là, puis que vous dites, il me semble que là, on a atteint quelque chose pour une prochaine étape. Là. Bonne Karine, veux-tu te question, hein? lancer? Et un élément, je trouve ça ingrat comme question, Ah, mais parce ça peut que, être deux, trois si c'est rapide. OK, ça va être rapide. Ben moi, je Parfait. l'ai dit, les ICI, j'aimerais vraiment ça les comprendre davantage. C'est Mhm. compliqué d'avoir l'information. J'aimerais ça, tu sais, on a peut-être des champions, puis on le sait même pas, là. Fait que Mhm. j'aimerais ça que ce pont-là entre les ICI et les municipalités soit beaucoup plus fluide et facilitant et puis générateur de projets, tu sais, ça serait vraiment intéressant. Fait qu'il y a ça, ma wishlist. On fait des petits pas, on avance, mais si on se Ouais, projette dans 5 ans, ça ouais. serait un monde idéal. Puis c'est ça. Puis j'aimerais beaucoup aussi qu'il n'y ait plus cette rivalité-là énergétique, là. Je trouve ça quand même un petit peu particulier. C'est toujours, on est les pour, gaz, anti-gaz. Tu sais, on peut-tu comme juste voir l'énergie, puis la bonne énergie à la bonne... et travailler ensemble pour le bien de la décarbonation, là? Ça, j'aimerais vraiment ça, que ça soit mis de l'avant, beaucoup plus que des intérêts ou des idées. Je trouve que les camps, ils se campent assez facilement. Puis qu'on intègre plus les- la géothermie, d'autres, tu sais, qu'on fasse vraiment un melting pot de toutes les sources d'énergie, là, puis qu'on fasse des projets plus mobilisants, là. J'aimerais ça. Autre Bon, réaction? je seconde tout ça. Dans mon cas, une des choses que je voudrais voir atterrir relativement rapidement, c'est un guichet d'aide, un guichet d'assistance pour les peut-être les plus petits promoteurs, les plus petits entrepreneurs, les particuliers aussi, puisque une des choses qu'on réalise, c'est qu'il y a il y a beaucoup d'aides financières, il y a beaucoup de subventions qui sont possibles, mais selon où on est géographiquement, on a accès à différentes choses, selon la compréhension qu'on a des systèmes qui sont ceux de notre immeuble, ceux sur lesquels on a le contrôle, on n'a pas nécessairement la bonne information. Et il faut se le dire, le prix de l'énergie est encore pas si haut que ça constitue un problème extrêmement saillant pour les gens. Donc, pour aller les happer, pour aller leur livrer des services en efficacité énergétique, je le vois avec Hydro-Québec, je le vois dans les programmes de la ville qu'on pousse, les gens sont pas, pas nécessairement leur problème le plus immédiat, bien que nous, on y voit une solution en lutte au changement climatique, puis on vit cette urgence-là, mais sur le terrain, les gens ont beaucoup d'autres chats à fouetter en RH, en dépenses d'un autre ordre. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu dernièrement un article dans la presse comme quoi les frais Visa coûtaient plus cher que la facture énergétique à un épicier de Montréal. Donc, on voit que le prix de l'énergie, lui, c'est probablement pas son problème principal. Fait que pour aller quand même insister puis vendre des projets d'efficacité énergétique, ça nous prend beaucoup d'initiatives et un guichet comme ça qui au moins faciliterait la vie aux gens qui ont cette impulsion-là et leur livrer la bonne information, celle qui est pertinente à leur situation, pas nécessairement les faire chercher sur 10 000 sites web. Je pense que ça, à courte échéance, ça serait quelque chose de véritablement utile. Voilà, on y travaille. Lise. Oui, ben je sais qu'il y a quelque chose qu'on réfléchit beaucoup avec des collègues ici à Vivre en Ville, puis on espère pouvoir vous communiquer un peu le fruit de nos réflexions, mais c'est vraiment comment lier tous nos dossiers habitation, nos dossiers bâtiments, puis faire ce pont-là
en considérant aussi les populations les plus vulnérables. On y réfléchit beaucoup ces temps-ci ensemble, puis on, puis j'en ai beaucoup parlé dans ma présentation, là, ça paraît que ça m'intéresse, je crois, là, mais on essaie de voir comment on pourrait mieux conjuguer ces deux enjeux-là, puis comment arriver avec des solutions puis des actions concrètes. Donc voilà. Ben, merci beaucoup. J'arriverai maintenant à la conclusion. Donc, merci à nos trois panélistes qui donnent de l'espoir puis qui voient qu'il y a de l'action hein, sur le terrain. Là, c'est quand même, mais même quand c'est des petits pas, les petits pas ont souvent le symbole de montrer que les choses bougent puis ça ouvre la porte aux moyens pas plus rapidement. Quand on attend le grand soir au jour 1, ben, on l'attend longtemps parfois. Intéressant aussi, effectivement, à vivre en ville, on aime que les petits pas se généralisent. Je crois qu'on ne pourra pas faire l'impasse à terme sur continuer à monter le niveau de la réglementation. Lorsque les petits pas sont faits, ça ouvre la porte. Mais également le signal, et on a terminé là-dessus, hein, le signal de prix de l'énergie. C'est un débat qui n'est pas facile au Québec parce qu'on a également des enjeux de justice sociale qui sont très importants. Élise a bien montré son souhait de venir réconcilier tout ça. Et je dirais que le guichet unique, j'en entends parler depuis 5 ans, depuis que Vivre en ville est impliqué au partenariat climat. Montréal, notamment, c'est revenu à Québec, Capitale Climat, une autre initiative. Donc, c'est intéressant. Je vous remercie vraiment beaucoup. Désolé pour les questions qu'on n'a pas répondues. On a essayé de répondre à toutes les questions. Il me reste deux, trois petits messages d'intérêt public. Oui, merci. Donc, ben, on a dit on voulait aider avoir un guichet unique pour aider les plus petits propriétaires. Ça ne sera pas encore tout à fait un guichet unique, mais ça va être une plateforme. La plateforme Chauffer mieux, qui est une des initiatives du Partenariat Climat Montréal qu'on espère éventuellement généraliser à l'ensemble du Québec. Donc, surveillez ça, printemps 2025. On n'a pas mis de date parce que vous savez, quand on fait ce genre de choses-là, il y a toujours les impératifs, mais c'est fait par le Partenariat Climat Montréal, le Partenariat Vivre en Ville et d'autres acteurs. On les remerciera à ce moment-là. Donc, plateforme web, grand public pour faire des meilleurs choix lorsque vient le temps de changer, soit ça chauffe ou de faire des rénovations. Donc, voilà. J'ai également, oh, il me semble qu'il y a deux petites choses aussi qu'il fallait que j'annonce sur nos événements. Non, c'est tout? Il me manque quelque chose? Hein, excusez-moi. Prochain événement, donc, bien évidemment, j'ai chauffé mieux. Vivre en ville, s'il y a des gens des villes que je revois souvent dans nos webinaires, on va parler d'inondation le 13 mars. Hein? Donc, si ce n'est pas vous qui êtes responsable des dossiers d'adaptation au changement climatique, catastrophes naturelles, mais que vous avez des enjeux liés aux inondations dans votre ville, parlez-en à vos collègues. Il reste des places. Sinon, ben, notre grand rendez-vous annuel qui va être sur la question de la sobriété territoriale cette année, le 10 juin à Montréal et en virtuel. Donc, les événements. Sinon, je vous remercie beaucoup de votre présence. Il y avait plus de 400 personnes inscrites à ce webinaire-là. C'est vraiment motivant d'organiser ça lorsqu'il y a autant de participation. Donc, encore une fois, merci aux panélistes, merci à l'équipe et je vous souhaite un bel après-midi à tous. Merci.